Salut et bienvenue sur le podcast Take It Zen. Je suis Elodie Cruignot, psychologue, et t'emmène avec moi à la rencontre de personnes inspirantes qui ont surpassé leur peur pour se créer une vie qui leur ressemble. Salut tout le monde, comment allez-vous ? Je suis trop heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui me tient à cœur, somme toute, comme tous les autres, on va pas se mentir. Mais avant de démarrer, je voulais te parler de 2-3 petites choses. D'abord, n'oublie pas, s'il te plaît, que pour soutenir un tel projet, tes likes, tes 5 étoiles, tes commentaires sont extrêmement précieux. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter l'épisode et si tout le monde mettait quelques 5 étoiles, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, pas la peine de noter, vous savez bien, mais si vous avez aimé et que vous souhaitez contribuer, m'aider, partager, soutenir, n'hésitez pas, c'est vraiment, vraiment précieux. Voilà, ma quémandation, je ne sais pas si ce terme existe, mais est terminée. J'espère que ce mois d'octobre se déroule sans encombre pour vous et que l'automne et ses émotions diverses ne vous envahissent pas trop. En tout cas, si c'est le cas, vous savez qu'on peut se rejoindre sur Instagram, mon compte Take It Zen, où jusqu'au 30 octobre, vous pouvez vous inscrire pour l'atelier Corps et Esprit. C'est non seulement un atelier, mais aussi des ressources chaque semaine. On échange, on vous accompagne pour booster son système immunitaire, améliorer son hygiène de vie, passer à l'action, trier, alléger, apaiser. Et on partage également des notions de psychologie et toutes vos questions diverses et variées. Rejoignez-nous, le projet a pris beaucoup d'ampleur et donc c'est les derniers moments où vous le verrez à ce prix mini. Donc n'hésitez pas, le lien est en description. Et ma foi, je crois que j'ai fait le tour des 2 choses les plus importantes du moment. Donc je ne vais pas plus m'étaler et je vais vous laisser tout de suite avec cet échange vraiment que j'ai adoré, où Laure nous livre une partie de son parcours qui est jonché d'événements de vie parfois fracassants, vous le verrez, et tous ces événements auraient pu vraiment l'anéantir, mais elle nous partage aussi et surtout comment elle a transformé ses plus grandes peurs en de véritables sources de bonheur aujourd'hui. Et vous savez, c'est exactement l'essence de ce podcast. Le but est que vous vous sentiez moins seul dans ce que vous pouvez traverser, que vous compreniez davantage votre propre fonctionnement au travers des divers témoignages et surtout que une onde d'espoir vous traverse parce que oui, c'est possible d'aller mieux. Bonne écoute. Bonjour Laure Albouy, bienvenue sur le podcast Take It Zen. Merci Elodie de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors, peut-être qu'on peut commencer par te présenter et puis ensuite, j'expliquerai le déroulé. D'accord. Alors, moi, je m'appelle donc Laure Albouy. Je suis psychanalyste, thérapeute de couple et coach. Donc, effectivement, on s'est rencontrés sur Instagram. Moi, j'exerce aujourd'hui essentiellement en visio. J'ai plus de cabinet. Enfin, je travaille plus en tant que psy, mais essentiellement en tant que coach. Euh, donc voilà, je suis installée depuis un peu plus de 10 ans, 15 ans peut-être, je sais plus. Et sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram depuis 2 ans et demi, un peu plus, depuis le premier confinement. Très Et bien. j'ai lâché mon cabinet il y a 1 an et demi. Ok. Donc effectivement, on s'est rencontrés sur Instagram et on a partagé pas mal de choses ensemble. Et comme Mhm. un peu un point final, enfin final non, mais comme une transition dans ce parcours, ça me tenait à cœur de te recevoir. Il y a déjà un épisode avec toi, c'est l'épisode numéro 10, un des bonus de l'été, sur la notion du couple et de la communication dans le couple. Et Mhm. pour moi, il y a 2 forces chez toi. La première, c'est ton expertise à la fois dans le couple et dans le business, et à la Mhm. fois ton parcours qui est très riche et que tu partages de temps en temps. Ouais. Donc, j'avais envie qu'on se pose et qu'on voit ça plus en détail.
C'est vrai que mon parcours est un petit peu atypique. Moi, au départ, j'ai fait des études de commerce international. Alors, au départ, j'étais cavalière, donc je pensais honnêtement devenir monitrice d'équitation. Euh, bon, puis finalement, les parents, les injonctions, voilà. Je suis partie dans des études de... Mais j'aimais ça aussi, hein. Dans des études de commerce international. Ensuite, j'ai été commerçante. J'ai ouvert une boutique de prêt-à-porter. Ensuite, quand j'ai rencontré le père de mes enfants, on a ouvert ensemble un négoce de carrelage. Très rapidement, je me suis rendu compte que être salarié, déjà, c'était pas possible pour moi. Donc ça a été vite plié. Je crois que j'ai dû être salarié 3 ou 4 mois dans ma vie et rapidement, je me suis faite virer. Et travailler en couple, ben, c'était du même ordre, quoi. C'était trop compliqué pour moi. Euh, j'ai eu mon premier enfant à ce moment-là, qui a qui a une maladie génétique, qui doit être amené à être dialysé puis greffé. Donc ça, je pense que ça a été le premier point dans ma vie de. Alors, il y avait eu d'autres traumas avant, hein, mais alors celui-là, il était bien conséquent en tout cas, et du coup, j'ai été amenée à consulter pour moi d'abord pour digérer, accepter la maladie, que je n'ai jamais pas accepté d'ailleurs, bon, enfin, bref, c'est un autre sujet, à consulter des psys. Et j'ai pas trouvé ce qui me convenait. Enfin, ça a été très compliqué. Lui, il a consulté aussi et j'aimais pas les médecins. N'en parlons pas, hein. Il y a très peu de psychologie chez les médecins, notamment chez les internes. Bref, je sais pas. Ça a dû commencer à germer à ce moment-là. Je me suis retrouvée en même temps avec cet enfant malade à devoir gérer donc des rendez-vous quasi tous les jours à l'hôpital. Donc c'était compliqué pour moi de travailler. Donc travailler en couple, c'était encore plus compliqué. Donc je me suis dit là, il faut que tu fasses quelque chose, que tu sois à ton compte déjà et que tu puisses gérer ton temps de travail pour pouvoir accompagner ton fils dans la maladie. Euh, et je sais pas comment c'est arrivé. J'imagine qu'il y a plusieurs graines qui ont dû être semées, mais à un moment donné, c'était comme une évidence. Fallait que je sois psy. Donc, il y a eu tout un tas de synchronicités. Je passais tous les jours devant un immeuble avec marqué IPN. Je me disais, c'est quoi ce truc? Tous les jours que je passais devant, j'étais coincée dans les bouchons. IPN, IPN. Bon, pour moi, c'était des poutres métalliques, hein. Enfin, je venais de faire construire, j'étais là-dedans. Et puis un jour, un matin, je me suis réveillée, j'ai allumé l'ordinateur et je ne sais pas pourquoi, j'ai écrit dans le moteur de recherche psychanalyste. Psychanalyste Nîmes. Et là, le premier truc qui est sorti, c'est IPN, donc l'Institut de psychanalyse nîmois, donc qui était une école, en fait, un institut de formation. Et là, je me suis dit, bon, c'est ça. Et je suis rentrée là-dedans comme on rentre dans les ordres. Ça a été une révélation. Je mangeais psycha, je dormais psycha. Voilà, c'était avant tout une énorme passion. Et puis donc après j'ai fait 2 ans de sexothérapeute. Et ensuite, quand j'ai ouvert mon cabinet, par contre, très rapidement, là, pour le coup, la psychanalyse, ça m'a saoulée, quoi. Voilà, c'était très bien pour moi. Voilà, c'était un art majeur. J'ai appris énormément de choses. J'ai fait, du coup, moi, une grosse cure analytique. Par contre, moi, en tant que praticienne, très rapidement, non, j'arrivais pas à allonger sur le divan. J'arrivais pas. C'était trop enfermant, ça m'a gavé. Donc, j'ai fait de la thérapie de type analytique, mais en face à face. Et puis, on avait des murs. Après, j'ai changé de cabinet. Je me suis installée avec une collègue et on avait les cloisons un peu fines. C'était pas très bien isolé. Et elle m'a dit, mais t'es coach en fait. T'as une posture de coach quand tu parles, quand j'en sais rien. Et elle avait une école de coaching. Elle avait monté avec son conjoint une école de coaching structurelle. Et j'ai fait la formation pour être coach. Très Voilà. bien. Et ce qui, là, tu l'as dit à demi-mot, je trouve que ce qui jalonne ton parcours, c'est effectivement des épisodes difficiles et Hum, notamment des traumas, mais une force d'avancée énorme et de hum, rebond. c'est J'aimerais vrai. bien qu'on revienne un petit peu sur ce parcours-là. Si on revient au début, toi, dans quel type de famille tu as grandi? Épouvantable. Moi, j'ai grandi seule avec ma mère, avec un père absent, enfin présent mais absent, enfin absent physiquement, mais quand même, j'ai toujours senti l'amour de mon père. Enfin, voilà, c'était pas le sujet, mais en tout cas, pas là physiquement. Donc, seule avec maman. Mes parents se sont séparés, je devais avoir
3 ou 4 ans. Euh, Par contre, ils sont toujours bien entendus, donc ça c'était important, mais je voyais quand même très peu mon père parce qu'une distance entre les lieux d'habitation. Mais j'ai grandi avec une mère qui clairement cherchait à travers moi à réparer son enfance. J'ai très vite compris que j'étais là pour réparer ma mère. Donc je pense qu'on ne devient pas psy par hasard, hein. Donc voilà, ma mère, on va pas se mentir, plutôt toxique, mais toxique dans son attachement parce qu'elle a eu une enfance, enfin, c'est Cosette, enfin, vraiment une enfance très très difficile, faite de traumas, de violences, enfin, des choses, mais juste improbables. Donc voilà, une maman qui a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle était, mais avec ce qu'elle était, quoi. Donc, et voilà, elle n'est pas voilà, psychologie, pas terrible. Bon, aujourd'hui, je la remercie parce que je pense que c'est grâce à elle et à mon père que je suis devenue psy. Donc voilà, il y a eu une belle, je pense qu'il y a eu chez moi un beau mécanisme de résilience et de sublimation. Donc voilà, une famille qui se composait essentiellement de ma mère et moi. Très bien. Et du coup, tu étais quel genre de petite fille? Chiante, déjà. Bonne élève, par contre. J'ai très vite compris que si je travaillais bien à l'école, on n'allait pas m'emmerder. Donc voilà, j'étais plutôt bonne élève. Par contre, très leader déjà. J'avais ma cour un peu autour de moi, quoi. J'avais mon groupe de copines. Alors mon groupe de copines au cheval, mon groupe de copines à l'école. Et on y va, quoi. J'étais déjà très dans le mouvement, très garçon manqué. Moi, je montais à cheval, mais dans un milieu à la fois camarguais et espagnol, donc au milieu des taureaux, qu'avec des hommes, un milieu très, très masculin. Donc, il a fallu se faire une place aussi là-dedans. J'ai jamais fait de conneries, j'ai pas eu d'adolescence à fumer, à transgresser les règles, parce que ma mère, en fait, me laissait relativement libre. Enfin voilà, il y avait du cadre, mais globalement, je faisais ce que je voulais, donc du coup, j'ai pas eu ce besoin, en tout cas, de transgresser. Voilà, passionnée par l'équitation, je pense que c'est ce qui m'a un peu sauvée, de peut-être pas faire trop de conneries. Donc un environnement amical très safe, en fait. Ok, ok. Ouais. Et dans ton parcours, enfin, dans ce que tu transmets avec tes clientes et tout ça, tu parles souvent bah, que toi-même, tu as un attachement désorganisé. Est-ce que pour Hmm. celles qui nous écoutent, tu peux expliquer ce que c'est cette notion d'attachement et peut-être pour toi comment ça se traduisait? Alors, faut l'expliquer, ça va être long et peut-être un peu chiant, hein, voilà, En résumé. Ouais, j'invite tes auditrices. J'ai fait un podcast, mon troisième épisode de podcast, il est sur l'attachement. C'est la façon, en fait, dont on rentre en lien, finalement, dont on s'aimante, là, ce mécanisme qui fait que on s'aimante avec nos figures parentales, en tout cas nos figures d'attachement, hein, c'est pas forcément les parents. C'est comment on va pouvoir continuer à être aimé parce qu'on est dépendant, hein, de nos parents, psychologiquement, physiquement, matériellement, et comment on va percevoir tout ça et comment on va s'organiser finalement pour continuer à être en lien avec eux. Et ben moi j'avais une maman ben voilà qui m'élevait seule, etc. Donc oui, j'ai développé un type d'attachement où je t'aime moi non plus, quoi. Enfin, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Ma mère était très inconstante quelque part parce qu'elle gérait toute seule, fallait travailler, mener la barque, hein. Donc elle était à la fois absente et en même temps très présente émotionnellement. Enfin, voilà, voilà, il fallait que je sois là pour elle. J'étais son univers, j'étais son tout, j'étais voilà. Et parfois, elle explosait en plein vol parce qu'elle était énervée, fatiguée, etc. Donc, du coup, moi, je me suis construite un petit peu avec cette inconstance, là, ce truc pas très linéaire, Mm. très rock'n'roll, hein. Moi, j'ai une enfance très rock'n'roll. J'ai des parents directeurs de discothèque. Enfin, voilà, j'ai grandi dans un environnement un peu particulier, le milieu de la nuit, en l'occurrence. Donc voilà, je parentifiais très jeune aussi, hein. Très vite, j'ai été autonome. J'ai dû être autonome très rapidement, très vite, trop vite certainement. J'ai dû grandir trop vite. Et voilà, mais je pense que ce qui est important, c'est d'en prendre conscience déjà. Et moi, le message que je souhaite vraiment transmettre, c'est que rien n'est figé. De toute manière, je pense que si je n'avais pas cru aux possibilités de guérison, de choses comme ça, je pense que compte tenu de mon histoire, à un moment donné, je me serais écroulée. C'est vraiment le fait de croire que, alors je sais que cette phrase va faire bondir beaucoup de gens, que quand on veut, on peut.
Je suis la première à dire, ben non, quand on veut, on ne peut pas toujours, parce que justement, il y a des traumas, il y a des choses, etc. Mais en tout cas, je pense vraiment que là où il y a de la volonté, il y a un chemin et qu'il y a toujours, surtout en 2022, des solutions, des outils, des opportunités, des rencontres qui font qu'à un moment donné, tout peut basculer. Vraiment, je suis convaincue de ça. Mais c'est un choix. Tu l'as vécu plus comme une succession de choses qui font basculer ton parcours ou comme quelque chose qui se construit sur le long terme finalement et qui évolue, tu vois. Ouais, je crois que moi, non. Moi, je l'ai vraiment vécu comme... j'ai dû m'adapter à chaque fois et du coup, je m'adaptais. Parfois, je me suradaptais. Et en fait, je pense que c'est vraiment une succession d'événements, ben voilà, plus on grandit, plus on comprend aussi, plus on a du recul. Et puis après, quand j'ai repris des études pour être psy, ben forcément, je suis allée voir quand même hein, ce qui se jouait à l'intérieur et surtout au niveau inconscient. L'analyse a permis ça. Mais c'est vraiment ouais, une succession, c'est les rencontres. C'est d'abord les copains, les copines qui deviennent des amis, et puis après, c'est les rencontres amoureuses, c'est le père de mes enfants, c'est le divorce, c'est la maladie. Moi, le papa de mes enfants est décédé, alors on était divorcés, mais il est décédé quelques jours avant l'anniversaire de mon aîné, de mon grand. Enfin voilà, il y a eu plein de choses, plein d'événements où je me suis dit, putain, mais ça s'arrêtera jamais. En fait, et pourtant, on se relève. Voilà, malgré tout, alors un peu bancal, hein, on boite encore un peu, mais on se relève, on se répare, on apprend, on comprend et on transforme. L'idée, Mm. c'est vraiment de transformer. Donc cet attachement désorganisé qui était très très présent dans ma première union, où voilà, il fallait qu'il soit là et en même temps qu'il dégage. Enfin, en gros, c'était ça, hein, en permanence. Hein. Je passais vraiment de la fusion à sort de ma vie, quoi. Donc c'était très conflictuel, très compliqué parce que voilà, c'est vraiment ce besoin, cette peur horrible d'être abandonné. Donc la fusion la plus totale. Enfin, on a vécu ensemble au bout de 3 mois, au bout de 5, on était fiancés, au bout de 6 mois, j'étais enceinte, on ouvrait un magasin ensemble, on faisait construire ensemble, compte commun, voiture, voilà. Et dès que j'ai eu tout ça, il a fallu que tout ça explose. Donc voilà, très très compliqué. Et puis ben, juste après, je suis rentrée en thérapie hein, de par ma reprise d'études. Et là, j'ai commencé à comprendre. Et là, j'ai commencé à apaiser le truc. Et voilà, je n'ai pas un attachement complètement sécure, mais en tout cas beaucoup plus organisé. Qui a moins de conséquences Voilà, sur le quotidien. je suis moins en réaction. Et comment tu as géré cette période seule avec 2 enfants? Je reprends des études. L'enfer. Avec le recul, quand j'étais dedans, je crois que je m'en rendais pas trop compte. Enfin, si, je savais que c'était compliqué quand même, mais avec le recul, je me suis dit, mais comment j'ai fait? Seule, avec 2 enfants en bas âge, dont un malade, personne autour. Ma mère qui n'habitait pas du tout le même département, mon père était décédé, la famille de mon ex-mari, je ne la connaissais pas. Enfin, à l'époque, il n'avait pas de bon rapport, donc pas de grands-parents paternels. Le père qui s'en occupait pas du tout, il les prenait une fois tous les 4 à 6 mois. Donc j'ai repris des études, j'avais pas un rond parce que pas de pension alimentaire, parce que la maison n'était pas encore vendue. Donc pas un rond, j'étais au RSA. Clairement, je me suis rendue hein, 1 ou 2 fois, je crois, au Resto du Cœur. Ça a été l'horreur. L'horreur absolue. J'ai préparé ce mémoire dans des conditions, je travaillais la nuit, du coup. Parce que la journée, je faisais un coup des ménages, un coup, je donnais des cours de français, d'espagnol, enfin voilà, pour avoir un peu de thunes. Et du coup, je bossais mon mémoire la nuit. Enfin, l'horreur. L'horreur. Ça a été. Franchement, honnêtement, je le recommande pas parce que ouais, ça a été douloureux. Ouais. Ouais, trop dans la force là peut-être. Oh, force, fatigue, parce que bah, à côté, il fallait gérer la vie de famille, hein, les conflits avec le papa. Chaud. Ouais. Chaud et en même temps, je sais pas, j'étais animée. Hein. Enfin, moi, je rentrais dans les ordres. Enfin, il y avait une telle, c'était non négociable en fait. Ça. Enfin, il n'y avait pas d'autre issue possible que je serais psychanalyste. Mm. Je serais psy. Je sais pas comment, parce que ça me paraissait mal barré, hein, mais c'était non négociable dans ma tête. Et c'est ça qui t'a tenu, qui t'a animé? Ouais, la passion. Mais Mm. toujours, hein, l'équitation, la passion m'a animée. C'est toujours la passion, en fait, qui m'anime. J'ai toujours un.
Et je crois que c'est peut-être ça aussi une de mes ressources. J'ai toujours un pourquoi. Pourquoi je fais les choses. Mm. Je pense que quand on a des enfants et qu'on fait les choses pour ses enfants, ça, je crois hein, que ça anime encore plus. À un moment donné, il fallait y aller, quoi. Ils avaient besoin de moi, ils avaient que moi. J'étais seule chargée de famille, ils étaient petits. Là, je crois que dans ces cas-là, plus rien n'existe et on est prêt à ne plus dormir s'il le faut, quoi. Mm. Mm. J'ai toujours eu ce truc hyper. Et d'ailleurs, mon compte s'appelle Louve Coaching. Hein. Je pense que c'est pas un hasard. Alors, c'est pas Louve, Louve, parce que c'était pas forcément cette idée-là au départ. C'était plus la lumière. Mais j'ai vraiment ce côté très instinctif, très animal. Ouais. Bah, survie, hein, j'étais en mode survie. Oui, finalement. C'est ça. Et du coup, il y a une chose là qui m'est venue, c'est la psychanalyse, parce que c'est quand même aussi un milieu pas mal décrié par Ouais. certaines personnes. Et puis, il y a aussi ce côté, une des choses qui est décriée, c'est le côté au long terme, au long cours de la thérapie. Mm. En même temps, moi, je me dis, bon, est-ce que c'est pas aussi chouette parfois de revenir à cette notion de temps et de prendre Ouais. le temps de développer? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, oui, la psychanalyse est beaucoup décriée. Je rentrerai pas dans le débat. Moi, elle m'a sauvée. À partir de là, le reste, j'entends, je comprends. Il y a un truc hyper archaïque là-dedans qui n'a plus lieu d'être en 2022. C'est hyper obsolète. Oui, je pense aussi. Pour autant, dans les fondamentaux, moi, il y a des choses qui, voilà, moi, ça m'a sauvée. Donc, voilà, je peux pas. Après, le côté long, on va dans une société où il faut que tout aille vite. Moi, tout est allé très vite dans ma vie en termes d'intensité, notamment en termes de charge émotionnelle. Il y a eu beaucoup, ben voilà, la maladie, la mort, les ruptures, enfin des choses très soudaines. Et du coup, c'était un espace pour moi où on prenait le temps. Et je trouve que c'est important dans le processus de guérison, dans le processus de transformation, de prendre le temps. Voilà. Après, aujourd'hui, ben, on veut que tout aille vite. Moi, la première, hein, j'ai un driver dépêche-toi très fort. Mais je vois pas la psychanalyse. Pourtant, moi, je pense qu'elle m'a guéri de beaucoup de choses, mais je le vois pas vraiment comme un outil, tu vois, par rapport à d'autres trucs. Je le vois vraiment comme un art majeur, comme un art, comme la philosophie. Mm. Voilà, moi, je suis passionnée de philosophie aussi, et je vois plus la psychanalyse comme ça, comme une carte du monde, comme une façon de penser, de fonctionner, plus que vraiment comme quelque chose pour soigner un symptôme. Enfin, d'ailleurs, en Mm. psychanalyse, on ne parle pas comme ça, mais voilà, ça peut être bien en complément, ça peut être, voilà. Moi, je pense que je serais rentrée là-dedans, même si j'en avais pas fait mon métier. Juste d'un point de vue de la culture générale, mais au même titre que j'adore relire Le Banquet de Platon, au même titre que Socrate. Enfin, voilà, c'est des choses qui font du bien, je trouve, à l'esprit et à l'âme. Complètement. Et puis j'aime bien cette idée de complémentarité, quoi, en fait. Ouais, On veut toujours opposer les choses ben comme si oui, c'était l'un ou l'autre, mais ben non, en oui. fait, ça peut être hyper complémentaire. Mais parce qu'on a une pensée très binaire, hein, c'est toujours choix A ou choix B. Euh, on a cette pensée très clivée et très binaire et je pense que c'est ça qui empêche les possibilités finalement. Mm. Qui fait qu'on reste au même endroit. C'est ça. Moi, j'ai toujours essayé de développer, même si je suis très noir ou blanc, hein, je suis très. Je m'efforce en fait. Alors peut-être l'âge aussi, hein, en vieillissant, on acquiert un peu plus de sagesse. Les épreuves aident pas mal aussi, mais en tout cas, à voir qu'il y a d'autres champs possibles, d'autres réalités possibles que celles qu'on voit juste là avec nos filtres, nos perceptions. Il y a peut-être autre chose que ça qui existe et de m'accrocher en fait à ça. Ouais. Une forme de curiosité aussi sur ce qui peut arriver ensuite. Tout à fait. Tu parlais d'un driver dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est cette notion de driver? Euh, c'est un peu le pilotage automatique. C'est moi toute mon enfance, j'ai entendu dépêche-toi, on va être en retard à l'école, dépêche-toi, mets ton blouson, dépêche-toi, maman elle travaille, dépêche-toi, faut que je te pose à la nounou, dépêche-toi, tout le temps. Et je fais pareil avec mes enfants d'ailleurs, et systématiquement on arrivait 10 minutes avant l'ouverture du portail à l'école. Au mois d'août, je commence déjà à penser à la déco du sapin de Noël. Donc, ouais, les drivers, c'est des choses qu'on acquiert dans l'enfance parce qu'on les a vus, entendus, sentis, ressentis et qu'on l'a complètement engrammé, encodé dans nos cellules. Moi, j'ai pas de driver soit parfait, pas du tout. Ma mère était pas. Mais le fait des efforts, là, le truc où il faut souffrir, où il faut porter sa croix avec l'auto-sabotage, avec on scie la branche sur laquelle on est assise là pour se plaindre, c'est Sisyphe là hein, qui pousse son rocher.
Ça, je l'ai. Et dépêche-toi, ouais, je l'ai aussi. Oui. C'est des choses de l'enfance. Ouais, des choses de l'enfance et dont c'est important d'en prendre conscience parce que Mm. même parfois ils nous portent et ils sont OK Ouais, parce que voilà, moi j'ai plutôt le soi parfait et bah ça a un côté OK, bah je fais des choses, je vais jusqu'au bout, c'est j'y mets ça, ouais. de l'intention et j'ai envie que les choses soient bien faites, c'est cool, mais c'est toujours pareil quand ça va dans un excès, de se poser la question C'est de ben ça. en quoi là ça on est en mode automatique et finalement ça devient un poids plus qu'un un C'est levier. ça. Après, moi, je pense qu'on ne le change pas. Enfin, Mm, c'est pas quelque chose qui s'enlève. Je pense que ça, c'est important de se le dire aussi. On peut pas tout. Allez, ça, on annule, ça, on exactement. reprend. Enfin, et on a ce côté-là, même en thérapie aujourd'hui, hein, les gens pensent que, ah ben tiens, je vais changer de schéma. Ah, ben tiens, non, on va vivre avec, en fait, et on va faire en sorte que ça nous coûte le moins d'énergie possible. Donc, mon driver, dépêche-toi, il est là. J'en ai pris conscience. Il me porte sur plein de trucs parce que du coup, je suis beaucoup dans le mouvement. J'ai une énergie très, très yang, hein, très, très masculine. Mais j'apprends. Voilà, il y a une petite voix qui me dit ralentis Mm, tout le temps. Pause, ralentis, freine, c'est pas grave, lâche. Voilà, je fais exister davantage la petite voix quand je sens que je me laisse embarquer. ouais, ça permet d'ajuster. Ouais. Quels ont été, du coup, là, tu disais, il y avait eu d'autres traumas, mais le premier gros événement, ça a été la maladie de ton fils. Ensuite, Hmm. comment tu as rebondi? Quelles ont été les autres étapes, peut-être, sur ce parcours à partir de là? Je sais pas, j'ai mangé la sensation qu'il y avait un avant et un après, comme si ça avait cassé quelque chose. Et ben après, il n'y a pas le choix, de toute manière, il faut faire avec. Donc là, voilà, hein, on a beaucoup de discours des médecins, il faut accepter. Je sais, mais non, je n'accepterai jamais l'inacceptable, en fait. Par contre, je vais apprendre à vivre avec. Et je vis très bien avec. Du coup, il vit très bien avec. Enfin, il vit pas très bien avec, mais en tout cas, ça n'a pas créé Voilà, on a fait avec. Mm, Euh, Après, ouais, on avance. Leur père disait toujours arrête de crier aïe avant d'avoir mal. C'est vrai que j'étais toujours en stress par anticipation. J'avais tout le temps peur avant les résultats, avant l'hôpital, avant les prises de sang, avant. C'était l'enfer. Je m'étais transformée en stress, quoi. Je n'étais que stress, que peur pour lui, pour moi, enfin voilà. L'arrivée du deuxième, l'arrivée de son frère a fait quand même, a remis de la normalité finalement là-dedans. Donc ça a été chouette aussi. Et après, ben ouais, ouais, je sais pas trop, on vit avec. C'est ça, mm, on fait, ça fait partie, ça rentre dans le quotidien. L'hôpital, on rentre dans le milieu hospitalier, on met un pied là-dedans et on s'informe et on se forme, hein. Enfin, moi, je pense que je deviens à peu près incollable en néphrologie. Alors moi, je pense, voilà, il y a un truc qui m'a vraiment sauvée. Ça, je pense que c'est hyper important, c'est l'humour. Moi, j'ai les mêmes amis depuis plus de 20 ans maintenant. On a tous le même humour, un peu caustique, un peu cynique là. Et l'humour m'a énormément aidé à sublimer. Je trouve que c'est un mécanisme de sublimation où voilà, j'ai beaucoup mis d'humour là-dedans. Et dans la maladie, et dans le divorce, et même dans le décès du père. Enfin, les situations étaient tellement cocasses que ça en devenait. Et l'humour, je pense que ça m'a aidé à surmonter. ok. Ça permet une prise de distance? Ouais, la loi du détachement, Mm. qui permet de lâcher prise et dire qu'à un moment donné, OK, je vais faire ce qu'il y a à faire, et Inch'Allah. Oui, et puis c'est important parfois. On a tendance à mettre trop d'enjeux, de sérieux dans les Oui, situations, et donc ramener un tout à peu de fait. légèreté, ça fait du bien. Tout à fait. J'ai jamais voulu, par exemple, rentrer dans des associations qui s'occupaient de cette maladie. J'ai jamais voulu faire partie des parents, c'est une maladie rare, une maladie orpheline. J'ai jamais voulu rentrer dans tout ce truc et je comprends que ça fasse du bien à beaucoup de parents. Moi, tout de suite, et on me l'a proposé en tout cas pendant très longtemps, j'ai dit, ah, mais hors de question en fait. Moi, je ne ferai pas rentrer la maladie à la maison. C'est pas possible. J'ai toujours refusé les infirmières à domicile. Je faisais tout moi-même. Mais on ne faisait pas rentrer la maladie plus que ce qu'elle existait déjà. Ok. Et ça, je l'ai toujours gardé. Existe ce que tu regardes. Donc, du coup, on s'est forcé et je m'efforce de regarder ailleurs. Mm. Voilà.
voilà, c'est une prise de distance. Enfin, je trouve que c'est déjà assez lourd, assez compliqué. Alors là, on parle de la maladie d'un enfant, mais ça peut être de la maladie d'un conjoint, de toute personne en fait qui accompagne. Ça peut être dans le couple, des conflits. Ça peut être, voilà, hein, c'est toutes sortes en tout cas d'épreuves. Tout à fait. Ce que je disais avec une patiente cette semaine, c'était dans la notion rien à voir en soi, elle est enceinte et elle prévoyait de est-ce qu'il va falloir que je reprenne le travail tôt ou pas, etc. Et ce que je lui disais, c'est que je pense que se laisser la notion de choix là-dedans au moment venu et d'être à son écoute, je pense que Mm. c'est une des clés pour mieux vivre les situations. Ce que je vois, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont en souffrance. Bah, tu parlais d'injonction au tout début, par ces injonctions de il faut soit que je sois avec l'enfant pendant 2 ans, puis finalement elles sont malheureuses comme les Mm. pierres d'être au foyer, etc. Ou l'inverse. Et en fait, on se donne il faut agir comme ça et donc je vais y aller un peu avec acharnement finalement. Ouais. Alors que dans l'idée, se laisser ce choix-là, et là, bah, dans ce que tu dis, c'est être à son écoute et faire comme on le sent et pas comme on nous dit Oui, de faire forcément. tout à fait. Et moi d'ailleurs, alors je pense que c'est en analyse transactionnelle, on parlerait peut-être d'enfant rebelle. J'ai toujours été à côté de ce qu'on proposait. C'est assez. Il faudrait que vous fassiez ci. Super, bah, je vais pas le faire. Moi, mon fils, on m'avait dit qu'il pourrait pas être scolarisé, que ce serait compliqué, que ah non, mais moi, à 9 mois, il était chez la nounou, il allait à l'école, hein, et il mangeait à la cantine, hein, et voilà, hein, oui, j'ai pas fait ce qu'on me disait, et je pense que c'est hyper important, surtout en tant que parent, de s'écouter et de voir en temps voulu, et puis rien n'est figé. On peut très bien reprendre le travail, et puis à un moment donné s'arrêter, et puis reprendre, et puis je pense qu'il faut aussi se laisser porter par la vie, mais aujourd'hui on veut tout anticiper en fait. Ah ben je vous garantis que quand la maladie rentre dans votre vie, ou quand ou le deuil rentre dans votre vie, vous n'anticipez plus rien, vous êtes obligé d'être dans l'instant présent. Là, il y a plus de stress par anticipation finalement, parce que de toute manière, il y a un truc qui fait que là, on ne contrôle pas. Ah, on apprend à lâcher prise, hein. Hmm. Tu parles de cette notion effectivement de rien n'est figé et souvent de cette notion de mouvement, de passer par le corps. Qu'est-ce que Mm. tu entends par là? Ah, un peu tout et n'importe quoi, c'est vrai que ça fait un peu fourre-tout comme ça de dire passer par le corps. Moi, j'entends, peut-être que ça parlera pas à tout le monde, hein, vous prenez ou vous laissez, mais moi, j'entends bouger l'énergie. Je sais pas comment l'expliquer, c'est particulier, mais un peu comme quand je sens que je suis dans une énergie basse, lourde, plombée, tu sais, ce truc un peu qui colle là, où c'est, oh, je vais faire quelque chose, je vais me remettre en mouvement, comme pour switcher l'énergie, voilà, j'ai le claquement de doigts qui vient, mais ça peut être juste de déplier la colonne vertébrale, hein. Moi, ça passe par la danse, ça passe par, je mets l'enceinte, je mets la musique à fond, j'enlève tout ce qui me sert et je bouge. N'importe comment, je bouge, je secoue les bras, je secoue les hanches, je bouge au niveau du bassin et tac, tac, je sais pas, ça vient faire bouger quelque chose dans l'énergie. Il y en a, ça peut être d'aller marcher dans la nature, d'autres, ça peut être des exercices de respiration. Moi, il faut que ce soit quand même un peu violent parce que souvent l'énergie chez moi elle est bien enquistée et du coup une marche suffit rarement. Donc je vais taper dedans, quoi. Je vais vraiment aller lâcher. Pour moi, c'est ça. Oui, parce qu'on a tendance à aller beaucoup dans le questionnement et donc rester dans le mental, de Mm. comprendre ce qui se passe, mais comment je peux faire, etc. Et parfois, c'est important d'être dans ce mode d'énergie Mm. corporelle qui va Oui, permettre de débloquer beaucoup plus ou en tout cas différemment. oui. Parce que, et ça, vous pouvez peut-être le constater quand vous êtes très, très fatigué nerveusement, vous savez, la fatigue mentale, la psychique, bah, du coup, d'aller faire du sport, ça va rééquilibrer. Et au même titre que quand vous êtes très, très fatigué physiquement, parce que, je sais pas, vous êtes en train de construire une maison, parce que vous avez fait des marathons, parce que bah, de lire un bouquin un peu compliqué, ça va rééquilibrer. C'est toujours cette notion d'homéostasie, finalement, où le mental sans le corps, ça, on ne peut pas cliver les deux, on ne peut pas dissocier, bien qu'on soit tous très dissociés, mais justement, c'est important de remettre le corps, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Donc, c'est hyper important
Et je crois que les nouvelles thérapies, et de plus en plus, on va tendre vers ça, où la thérapie par la parole, Mm. je pense que ça va s'éteindre petit à petit et on rentre vraiment vers l'ère des thérapies psychocorporelles Mm. où le corps a son importance, où voilà, les émotions, elles sont aussi dans le corps. Donc, tout ce Oui, qui complètement. s'enquiste et tout ce qui s'engramme, de pouvoir le libérer. Bah, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles là, moi, les ateliers liés aux saisons s'appellent les rendez-vous corps et esprit. On est Ben, vraiment voilà, dans cette idée c'est vrai. d'englober les deux et de se questionner sur les deux, comment on peut faire, comment on peut mettre en mouvement à la fois l'un et l'autre, parce que Mm. si on dissocie, effectivement, on peut avancer, mais peut-être pas comme on le souhaiterait. Ouais, on transforme beaucoup moins vite. Moi, ça a été vraiment ça, moi, d'allier le corps et l'esprit qui m'a fait le plus switcher. Moi, la psychanalyse, encore une fois, m'a sauvée parce que, voilà, fallait traiter, c'était hémorragique, il y avait beaucoup de choses à traiter. Mais après, moi, c'est quand même vraiment cette approche vraiment sur les pensées et sur les émotions, la régulation émotionnelle, c'est tout ça qui m'a permis de m'apaiser, de diminuer l'anxiété, de réguler, de changer mes pensées, de changer mes croyances, de mettre de la conscience sur beaucoup de choses. La psychanalyse, on a fait remonter à la conscience tout ce qui était inconscient, mais finalement, ça m'a pas, c'est pas ça qui m'a réellement transformé dans la matière. Voilà, ça a été des prises de conscience. Tout le reste, c'est un cheminement que j'ai fait moi après au gré de mes formations aussi, parce que je me suis formée à tout un tas d'outils qui m'ont permis d'avoir une autre vision du monde avec d'autres, comme si j'enfilais d'autres lunettes. Et ça, c'est aujourd'hui vraiment ce que j'ai à cœur de transmettre, c'est ça. On peut Mm. tout transformer. Euh, j'en suis convaincue. Enfin, déjà, je pense que j'en suis l'exemple. Et encore que, voilà, je raconte pas tout, hein, mais il y a des choses quand même très lourdes. Et globalement, aujourd'hui, ça va pas trop mal, quoi. Enfin, je gère mon business, j'ai multiplié un chiffre d'affaires par 5, sentimentalement, ça va, les enfants, enfin, mes amis, ça va, je fais du sport 4 fois par semaine, voilà, j'ai une vie stable, ancrée, saine, sereine, avec des vagues sans arrêt. Par contre, je continue à prendre des vagues parce que la maladie, elle est toujours là. Mais par contre, ça Mm. va. Voilà, c'est pas juste déjà de pouvoir dire ça va, vous partez de loin quand même, hein. Ça fait du bien. Ouais. Et justement, dans ce ça va, il y a une autre clé qui a peut-être aidé, c'est la période du confinement et de je lâche le cabinet pour me mettre sur les réseaux. Ouais, ça a changé ma vie. Vraiment. Je n'en avais pas conscience, mais j'étais épuisée. Mais je ne disais pas que j'étais épuisée, je m'en rendais pas compte en fait. Ça, c'est important parce que combien de Et oui, personnes sont épuisées dans leur travail, mais ne s'en rendent pas compte et ne le mais remettent pas en moi, question. mais alors pas du tout. Moi, c'était, j'adore mon job, je voudrais être nulle part ailleurs, c'était ma passion, j'avais aucun souci à aller travailler le matin, j'adorais ça, j'adorais mes patients, j'avais une réputation en plus, voilà, je m'étais fait une réputation quand même en tant que thérapeute de couple, nickel. Le confinement arrive, je dis, putain, qu'est-ce que je vais faire? Donc d'abord le flip quand même, la peur, comment je fais? Oh là là, j'ai fait du sport tous les jours. Tous les jours que je faisais du sport, j'étais gaulée, hein. Oh, ça n'a pas duré. J'étais gaulée de chez gaulée. Je faisais à manger, attends, bouffer des graines de chia, tu sais, je me suis mise un peu bio. Euh, et en fait, ah ouais, ah ouais, ah je vais beaucoup mieux, ma peau elle est plus jolie, je suis mieux dans ma tête, dans mon corps. Du coup, j'ai vachement appréhendé la reprise, quoi, parce que je me suis dit, mais en fait, ma passion, c'est ça dans la vie, c'est de ne pas travailler. Mince, c'est l'inverse de ce que je pensais. Merde, moi, bourreau de travail, tu sais, fais des efforts, quoi, tu sais, fallait y aller, hein. Ben, moi, j'ai des parents commerçants, tu travailles pas, t'as pas d'argent, tu pars en vacances, t'as pas d'argent, en fait, faut travailler tout le temps, quoi. Oh là là, non, j'ai découvert une autre, voilà. Et c'est là, je trouve, que les pensées, c'est d'un coup, ma tête a capté qu'autre chose existait. Mais mon corps, il pouvait pas l'intégrer parce que principe de réalité, il faut gagner de l'argent quand même. Et par contre, il y avait quelque chose de l'ordre de je veux ça. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je veux travailler moins, mais c'était pas possible, tu vois. Mais par contre, j'avais semé la graine. Moi je crois en fait, j'aurais pu être agricultrice, moi. La graine était semée, ok.
Donc, tiens, je vais quand même créer un compte Instagram. Je sais pas trop ce que c'est. Moi, j'étais très Facebook, 43 ans. Donc, Insta, c'était pas trop ma génération. Mais je crée un compte Instagram pour vulgariser la psychanalyse et pour dire, coucou, je suis là, je fais de la visio. Voilà, si je pouvais gagner 3 thunes, ce serait bien, parce que moi, je venais d'ouvrir un cabinet à Montpellier. Donc, déjà, je redémarrais ma patientèle. Et puis, alors là, ça a pris des proportions, voilà. Et aujourd'hui, je travaille ouais, 5-6 heures par semaine. Et j'ai multiplié mon chiffre, voilà, je ne dis pas trop, mais de beaucoup. De beaucoup, beaucoup. Et comment tu as géré cette transition, justement? Parce que c'est quand même ce qui bloque pas mal de monde. C'est non, j'ai Alors, trop mal. peur. Ouais, très mal, on va pas se mentir. Toujours pareil, hein, seul chargé de famille avec 2 mioches. Alors là, les mioches, ils avaient plus 3 et 5 ans, mais 12 et 15 ou 13, enfin, donc des ados, c'est pas mieux. Hein. Euh, donc là, c'était compliqué parce que c'était le cabinet la journée et Instagram le soir. Tu vois, normalement, il faut toujours que je travaille, tu vois, il faut toujours que ce soit lourd quand même, il faut que je porte ma croix. Plaignez-moi, 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 je pense qu'il y a un peu de ça. Donc ça, c'était un peu galère, mais pas très longtemps finalement, parce que ça a décollé assez vite. Mm. Donc quelques mois finalement, et très rapidement, j'allais beaucoup moins au cabinet. Alors je le gardais, parce qu'en plus, le cabinet, j'avais 6 mois de préavis dessus. Donc, globalement, ça n'a pas duré. C'était un peu dur au début parce qu'en plus, j'y connaissais rien à Instagram, à Canva, à tous ces trucs-là de graphiste. Moi, je suis pas du tout de la partie. Hein. Donc voilà, un peu compliqué sur la partie technique au début, mais ça a décollé vite en fait. Donc, non, ça a quelques mois. Et puis, ce qui est fou, c'est quand on sait qu'au départ, tu voulais pas t'exposer en termes de live ou autre. Ouais, Au pas départ, du c'était tout. pas possible pour toi. Alors Non, qu'aujourd'hui, si on te connaît et qu'on te suit, ça paraît fou. j'avais honte. Alors déjà, j'étais psychanalyste. Tu sais, il y a un côté un peu toujours pareil, un l'art majeur. Mm. Psychanalyste freudienne en plus, d'obédience freudienne. Donc pas du tout dans mon cabinet, mais dans le regard des autres, le jugement des autres, j'étais psychanalyste. Donc pour mes pairs, m'exposer sur Instagram, c'était hors de question, que vont dire mes pairs. Et bon, déjà, je m'étais fait virer de la fédération des psychanalystes freudiens. Enfin, ça s'était allé très vite. Au bout de 3 mois, bon, il m'a dit là, vous allez sortir quand même. Vous correspondez pas trop à notre à ce qu'on prône. Ah bon? Je comprends pas. On peut pas être un coach? Ah bon? Ah bon, ben, au revoir. Euh, et du coup, oui, je filmais mon jardin. Voilà, mon chien et mon jardin. Je faisais des stories de mon jardin parce que je voulais pas me montrer. Les lives, c'était hors de question. Alors, oui, il y avait le côté je suis psychanalyste, donc ça se fait pas. Et puis, il y avait le côté j'avais la trouille. Quoi. Je n'étais pas du tout à l'aise avec l'outil, je supporte pas ma voix, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais raconter, ils savent déjà tout, enfin, j'ai rien de plus à apporter, non, non. Et c'est Pierre, Sexo-Psycho, qui m'a obligé à faire mon premier live. J'ai fait bugger son live d'ailleurs, on m'a jamais vu sur le live. Non, mais vos J'adore pensées cette créent histoire. vraiment votre réalité. Hein. Vraiment. Premier live, non, je le ferai pas, Pierre. Si tu vas le faire, non, j'ai pas envie de me montrer. Bug Instagram, il y avait un bandeau noir à la place de ma tête. Et deuxième live, j'ai déclenché, j'avais fait brûler de la sauge avant dans mon cabinet et j'ai déclenché je me rappelais plus qu'il y avait une alarme. C'était après les vacances et ils étaient intervenus dans tous les cabinets. Ils avaient mis une alarme à incendie dans chaque bureau. Je me rappelais pas ou je ne savais même pas d'ailleurs. J'ai fait brûler de la sauge et j'ai déclenché l'alarme incendie. Nickel. Et aujourd'hui, je fais des lives 3-4 fois par semaine et c'est ce que j'aime le plus. Voilà. Mm. Souvent, ce qui est le plus compliqué pour vous au début, c'est là où derrière, vous avez le plus beau cadeau. Je crois que moi, mes plus grandes peurs ont généré mes plus grands bonheurs. Je crois. Vraiment. J'avais très, très peur d'être en couple. C'était pas ma normalité. Moi, j'ai grandi seule avec ma mère. Donc, j'avais pas d'image du couple. Pour moi, un mec, ça servait à rien, en fait. Hein. C'était Mm. d'une inutilité la plus totale. C'était que des emmerdes. Donc, et en fait, j'ai énormément appris, grandi dans le couple. Ça a été un grand bonheur. Tout ce qui me faisait peur, en fait, voilà, les réseaux sociaux, ça me terrifiait. Et aujourd'hui, c'est une véritable source de bonheur. Je m'éclate. Mm. Donc, voilà, reprendre des études à l'âge que j'avais avec 2 enfants en bas âge, j'étais terrorisée. Mais ça a été mon plus grand bonheur. Enfin, voilà, je crois que ce qui fait le plus peur, c'est ce qui génère les plus gros cadeaux. Donc, allez-y avec la peur.
quoi. N'attendez pas que le filet de sécurité apparaisse, il n'apparaîtra jamais. Donc, sautez et il apparaîtra en cours de route. Oui. Cette notion d'y aller avec la peur, elle est importante parce qu'on a tendance à attendre le contraire, effectivement. Non, je vais attendre de me sécuriser, Ouais, d'avoir moins peur pour y aller ouais, et ça n'arrive jamais. jamais. Alors, attention, faut pas. Moi, j'ai été très kamikaze depuis toute petite, je suis assez kamikaze, hein. Alors, la maternité a fait que beaucoup moins, mais j'ai toujours été quand même très, très kamikaze, hein. Moi, à 10 ans, je sautais sur la tête des taureaux. Quand j'étais à cheval, je me jetais sur le taureau. Qu'est-ce qu'elle fait? mais ma mère venait me chercher en pleurs. Je... N'importe quoi. Et donc, j'y vais. J'ai ce truc d'y aller tout le temps. Je saute très souvent. Donc, par contre, assurer à minima les vos arrières, quoi. C'est ça. Il faut quand même se sécuriser un tout petit peu. Voilà, se dire je suis pas sans rien. Il y a le minimum, les besoins fondamentaux primaires sont assurés. Moi, j'ai repris des études. Ouais, j'étais au RSA, mais j'avais le RSA. Mm. Tu vois, j'avais quand même, et plus les allocations, enfin, j'avais quand même, je sais pas, 1500, maman solo, je devais avoir peut-être 1600 euros qui tombaient tous les mois, quoi. Tu vois, j'avais un Oui, toit au-dessus de ma tête, j'avais une voiture qui était payée, j'avais quand même quelques trucs qui me permettaient de, voilà, même si c'était difficile, voilà, quand même assurer un minimum. les besoins primaires, ça c'est Oui. clair. Et puis y aller avec la peur, alors, j'allais dire, n'est pas égal à y aller avec, enfin, en souffrance. Non. Peut-être que c'est un peu subtil dit comme ça parce que la peur, c'est une forme de souffrance, mais il y a quand même une subtilité entre les deux de Mm. oui, j'y vais avec quelque chose au ventre, enfin voilà, quelque chose qui fait peur, d'une forme d'adrénaline ou autre, mais si ça devient de la souffrance du passage en force, Mm. bah, là, c'est plus bon. C'est plus bon parce que c'est ce que j'ai fait moi, parce que j'avais pas trop le choix, bien qu'on ait toujours le choix, hein, c'est un peu très con ce que je dis. Mais je pense que c'est important de ne pas vous faire mal, quoi, parce qu'en fait, petit à petit, quand tout passe en souffrance, en force, ça abîme la structure moïque. C'est un peu comme un oignon, et du coup, on enlève des couches et des couches et des couches. Et moi, il y a eu un gros travail, du coup, derrière, de récupération de couches. C'est un Mm. peu, je me suis retrouvée à un moment donné à poil, quoi, mine de rien, parce que toutes ces souffrances mises bout à bout font qu'au bout d'un moment, on est HS. Et c'est ce que j'ai ressenti, je pense, pendant le confinement. Et là, je me suis dit, plus jamais ça. Et maintenant, tout mon objectif de vie, c'est du plaisir, du kiff, du fun, du lait au maximum. J'ai des emmerdes que j'ai, je les ai. Je les enlèverai pas, mais mes trucs un peu insécures, je les ai. Mes anxiétés, je les ai. Par contre, je les gère et je fais en sorte de les transformer, de les bouger très vite. Mais si dès le départ, vous pouvez y aller plus en douceur, c'est mieux. Oui, complètement. Et là encore, être à l'écoute de son corps, parce que moi, dans mon expérience, quand je me suis lancée sur les réseaux, et à ce moment-là, tu m'accompagnais, donc tu l'as bien vu, mais Tomber dès que malade. voilà, je passais une étape, c'était malade. Mais même, sans parler des réseaux, la création de mon cabinet, au départ, pareil, en force, il faut beaucoup de patience, il faut travailler. Les autres, ils font encore plus. Alors pourquoi je vais pas me plaindre déjà de faire un peu moins, etc. Et bim, douleur chronique. Enfin, dès que je m'arrêtais Ah malade, oui, quoi. oui. Moi, j'étais malade systématiquement. Moi, je faisais des angines à répétition, mais Ouais. des angines, alors je ne connais pas le terme, je crois que c'est des phlegmons. Enfin, un truc où vraiment, à chaque fois, il fallait presque m'opérer parce que j'avais une espèce des boules, en fait, de pus dans la gorge. Donc, c'était pas la Ah ouais. petite angine. Je faisais beaucoup ça, beaucoup les cervicales bloquées tout le temps. Mais j'étais très, très, très souvent malade. Alors, que angine, Mm, mais j'écoutais pas. Enfin voilà, c'était un virus quoi. c'est ça. Moi je suis plus du tout malade. Moi depuis le premier confinement, je suis plus malade. J'ai chopé le Covid là, il y a pas très très longtemps d'ailleurs parce que mon fils l'a eu. Bon, ça a duré 2 jours et nickel quoi. Mm. Bah, évidemment, je travaille 5 heures par semaine, je vais dans l'eau de mer, été comme hiver, hein, je me fais masser, ça va aller, non? Enfin, quand tu as vécu des trucs et qu'aujourd'hui tu vis ça, bon, j'ai pris 6 kilos. Ouais, c'est un signe de bonne santé aussi. C'est ça. Mais c'est important parce que ce qui peut être mis en perspective aussi, c'est cette notion de faire toujours plus, ou alors en tout cas d'être dans la culpabilité
permanente de pas faire assez, quoi. Mm. Ah, mais je mange pas assez bio ou assez sainement, je fais pas assez de sport. Mais en fait, quand on a un boulot à temps plein, qu'on a des enfants, Ouais, faut c'est pas arrêter. possible, en Faut fait. arrêter. Hein, moi qui étais en mode survie pendant la quasi-totalité de ma vie, jusqu'à très récemment, et je le suis encore à certains moments, non, en fait, on a un réservoir de libido, on a un réservoir d'énergie qui démarre le matin, qui s'arrête le soir quand on va se coucher, et à un moment donné, on ne peut pas mettre son énergie partout. Et quand on a des gosses en bas âge, quand on est maman solo, ouais, déjà, se laver les cheveux, ça tient du miracle. Mm. Donc, faire du sport 3 fois par semaine, manger ses avocats toast, on peut, on va l'envoyer, oui, on peut, oui, c'est une question de choix, oui, certes. Non, mais à un moment donné, on ne va pas se mentir, il y a des trucs, on ne peut pas tout tenir. Je trouve qu'il y a un temps pour tout. Voilà. Par contre, c'est de prendre quand même, je pense, un peu de temps pour soi. Mm. Voilà. Si on n'a pas 5 minutes, moi je le dis souvent, si vous n'avez pas 5 minutes pour vous par jour, prenez-en 30. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et ça, je pense qu'on peut les trouver. Même maman solo avec des enfants bas âge, on peut se lever 10 minutes plus tôt, se coucher 10 minutes plus tard, mais il y a quand même ce temps-là qui, ne serait-ce que sous la douche, enfin voilà, il y a des choses qui sont possibles. Mm. Mais ça, il y a une notion déjà de s'autoriser à faire Mm. pause et de le faire, oui, sans culpabilité, finalement. Ben, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un choix. C'est soit je vide le lave-vaisselle, soit je vais prendre une douche en conscience. Voilà, c'est sans arrêt en fait ramener l'énergie, ramener la conscience, ramener le choix, ramener la responsabilité. C'est tout le temps ce travail de, vous m'écoutez, vous me voyez pas, mais c'est vraiment cette idée de ramener, de remettre de l'alignement et du centre Tout à fait. tout le temps. Tout à fait. Parce que Oui, sinon on part vite dans tous les sens. On vit dans une société qui fait qu'il faut aller vite. Elle est pleine d'injonctions, pleine donc il faut sans arrêt se ramener. Et c'est important ce que tu as dit, quand c'est pas possible, qu'on n'arrive pas à trouver ne serait-ce que 5 minutes par jour pour soi, c'est le moment de se poser, la question, mais Mm. pourquoi en fait, et comment je peux Mm. transformer ça parce que c'est pas OK. Et c'est là, moi, avec mes clientes, en tout cas, c'est là que je réorganise complètement leur agenda. Hein. Moi, des fois, j'ai des postures vraiment de vas-y, maman, elle va te faire ton agenda, quoi, en fait. Mm. Et c'est non négociable. Et tous les jours, je veux une photo, elles doivent me rendre des comptes tous les jours sur ce qu'elles font. Enfin, je suis odieuse des fois. Mais parce que si elles ne rendent pas de compte, en fait, elles repartent on repart dans nos vieux schémas et dans nos vieilles habitudes, quoi. Donc, pour l'ancrer, il faut qu'à un moment donné, il y ait de la répétition et de la constance. Mm. Et c'est là où l'accompagnement est intéressant parce que, encore une fois, on peut y arriver seul, hein. Ah Mais être oui, accompagné, ça nous oblige aussi à prendre soin de nous, à prendre ce temps-là. ouais, Et cette notion de rendre des comptes nous oblige à passer à l'action. ouais. Puis c'est un accélérateur de puissance incroyable. Ouais, ça, on le sait, nous. Oui, carrément. Très bien, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que, au vu de tout ton parcours et de où tu en es aujourd'hui, tu aurais une dernière notion importante à transmettre? Je dirais oser, tout le temps. Oser briller, oser vous lancer, oser aimer, oser être aimé, autorisez-vous. Voilà, donnez-vous les autorisations qu'on ne vous a pas forcément données ou qu'on ne vous a pas forcément apprises. Apprenez et allez chercher. Enfin, n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Vraiment, n'attendez jamais rien de l'extérieur. Euh, autorisez-vous, osez et soyez vraiment convaincus que ce que vous vivez là, s'il y a des gens qui m'écoutent, que c'est le bordel dans leur vie, que ça va pas, il y a un début, il y a une fin. Gardez toujours ça à l'esprit, quoi qu'il arrive. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand, on ne sait pas. Voilà, il faut se détacher de tout ça. Mais vraiment, il y a un début et il y a une fin. Moi, c'est ce qui m'a toujours tenu dans les moments les plus douloureux de deuil, de machin et tout. Il y a un début, il y a une fin. À un moment donné, je ne sais pas comment, mais ça va s'arrêter. Donc, rien n'est figé. Tout est mouvement, tout est impermanent, rien ne dure, tout se transforme. Il y a des solutions, allez les chercher et reposez-vous, quoi. Reposez-vous. Hmm, Et si vous n'avez pas à vous reposer, reposez-vous sur les autres. tout à fait. Demandez de l'aide. Moi, j'ai un débrouille-toi tout seul aussi bien ancré. Demandez de l'aide. Vraiment. Ça fait gagner du temps. Ouais.
Merci beaucoup, Laure, pour tous ces partages. Où est-ce que celles qui nous écoutent peuvent te retrouver et quelle est ton actu en ce moment? Sur Instagram, Louf Coaching, l.u.v.coaching. Bon, le nom, c'est un peu tu l'écriras. Ce sera en description. Oh, c'est l'enfer. J'ai sorti mon podcast, moi aussi. Cash, Oui, Cash. vous pouvez découvrir. Et donc, notamment, on l'a dit, il y a des épisodes là sur la notion d'attachement. Ouais, Tu vas l'attachement. transmettre des Ouais, notions. l'impact, il y a un épisode sur l'impact des traumas dans les relations que j'avais fait avec Catherine Lapsy. Là, il y a un épisode sur l'attachement et sur l'attachement anxieux. Et là, je vais faire un épisode sur l'attachement évitant, puis un sur l'attachement désorganisé. Instagram. Et en ce moment, j'ai mon programme Sécure justement pour aller rechercher trouver ou retrouver cette sécurité intérieure qui vous permet d'avancer avec beaucoup plus de sérénité, pour ne plus subir finalement et devenir un petit peu proactive et dans les relations amoureuses et dans tout là où peut se mettre et se poser l'insécurité, là où elle est ressentie, d'aller mettre de la sécurité, de la stabilité, de l'ancrage dans tout ça. Donc Sécure, ça démarre le 16 novembre, je crois. Il me reste encore 3-4 places. Très bien. Allez-y, allez sur le compte Instagram de Laure, découvrir son énergie, ce qu'elle présente. Et puis, du coup, on l'a dit, certains de ses lives qu'elle fait régulièrement où on apprend plein de choses. Donc, voilà, merci énormément. Un grand merci à toi, ma belle. Merci pour tout. Merci pour cette invitation. C'était chouette. Ouais, c'était trop chouette d'échanger. Et puis, hâte, du coup, de découvrir la suite de nos aventures. Et puis moi, hâte de découvrir tous tes épisodes. J'adore. Je suis fan. Merci. Bisous, ma belle. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous appréciez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir de manière totalement gratuite, en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en laissant un avis. Je vous dis à très vite pour une vie plus zen au quotidien.